Vous regardez 64 minutes et comme tous les vendredis, c'est Allons-y Franco, regard croisé de journalistes francophones, l'actualité vue par les médias francophones. Au lendemain des commémorations des attentats du 13 novembre en France et cette triste date anniversaire, 10 ans, Allons-y Franco sur cette question. L'Europe est-elle plus forte que la peur? Est-ce que nos sociétés ont changé? Est-ce que nous avons cédé sur certains points? Lesquels? On reviendra sur la situation en France, bien sûr, avec vous. Anthony Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à France Info TV. La Belgique aussi, qui avait découvert, sidéré que plusieurs des auteurs de ces attentats venaient de Molenbeek et qui a été frappé en 2016. Molenbeek qui veut tourner la page. Nous verrons ça avec vous. Pierre Kroll, bonsoir, dessinateur et caricaturiste belge. Merci d'être avec nous. Et nous serons aussi en direct de Genève avec notre correspondant Michel Tcherouti depuis les studios de la RTS, notre partenaire suisse. Alors, la Suisse, un pays neutre et donc épargné. Vous nous direz ça dans quelques minutes. Et bien sûr, comment oublier que le pays européen le plus endeuillé par des attaques terroristes, c'est le vôtre, Juan José Dorado. Merci d'être avec nous. Buenas tardes. Buenas tardes. Vous êtes le correspondant à Paris du média espagnol La Región. Excusez-moi pour mon accent, mais voilà pour les présentations. Alors, vous avez certainement vu les cérémonies pour les 10 ans des attentats du 13 novembre. C'était hier. Vous avez suivi aussi sur TV5 Monde, évidemment. Alors, beaucoup de moments forts, beaucoup de moments recueillis, des chansons aussi. Moi, j'avoue, c'est très subjectif. Le cœur du 13 m'a énormément touchée. 45 rescapés, proches, victimes, et ils ont chanté tous ensemble. C'était assez festif, vraiment une volonté. Je trouvais que ça symbolisait cette envie de ne pas céder face à la peur, face à la pression. On les voit là, ils ont chanté devant ce jardin mémorial. C'est donc celui qui m'a le plus marqué. Mais Anthony, vous, lequel de ces moments vous a le plus touché? C'est important, ça fait nation. Alors moi, pour tout vous dire, j'ai trouvé ces cérémonies très parisiennes, et tant mieux. C'est-à-dire ce mélange à la fois de chansons, de commémorations, de manifestations, de rassemblements, de fleurs sur des places symboliques, quelques places. C'est-à-dire cette déploiement des commémorations à travers tout Paris m'a semblé être une excellente idée et une idée très parisienne. Pourquoi je dis très parisienne? Parce que j'ai le souvenir effectivement des attentats de 2004 en Espagne où la réponse avait été très espagnole, c'est-à-dire à la fois très heurtée dans la rue avec une immense manifestation qui avait parcouru l'ensemble de l'Espagne, de Madrid à Barcelone, avec un silence terrible, un silence très espagnol d'une certaine manière, et que la différence avec et que par ailleurs les années ayant passé, d'autres manifestations de ce type tout aussi silencieuses avec le gouvernement à sa tête avaient marqué les commémorations. On voit bien que là il y a quelque chose qui a essayé de très parisien, français, qui m'a beaucoup réjoui. Alors Pierre Kroll, est-ce que vous aussi vous avez trouvé que c'était des cérémonies très, très parisiennes? Oui, mais absolument, je pense exactement la même chose. C'était bien qu'elles soient parisiennes et puis elles sont remarquables. Et franchement, je trouve, vu de Belgique, que les Français, vous avez l'art de faire des commémorations. Je dis ça sans rire parce que c'est pas uniquement des autorités qui se serrent la main et qui déposent une fleur. L'espèce de fête, aller revoir ce chanteur Jesse Hughes, là, le chanteur du groupe qui se produisait ce jour-là, chanter avec des rescapés du Bataclan. Il faut oser faire ça. Et c'est fait avec une classe, une sobriété, une élégance qui est vraiment formidable. Et je pense qu'en Belgique, on va devoir s'en inspirer. On fait tout plus modestement, mais on va avoir dans 4 mois à commémorer d'une manière ou d'une autre les attentats qui se sont passés, vous le savez, à Bruxelles, juste après les vôtres. Juan José, justement, sur ces cérémonies, parce que vous, malheureusement aussi, Madrid commémore, ça fait plus de 20 ans maintenant, en 2004, ces attentats les plus meurtriers en Europe, je disais. Effectivement, et puis comme mon collègue belge, c'est vrai que vous avez le don de savoir organiser les choses. Nous, on ne les sait pas organiser aussi bien que vous en France, mais au-delà de ça, vous êtes capable, année après année, effectivement, de rendre hommage aux victimes des différents attentats qui ont eu lieu sur le sol français. C'est pas le cas en Espagne ? C'est le cas en Espagne, sauf que très rapidement, les différences politiques entre les différentes formations politiques ont amené effectivement à que les victimes soient un peu en deuxième plan derrière les querelles politiques entre partis. Et donc ça, en France, on le voit pas, ou très rarement. Et donc, parfois, les Espagnols, nous aurions besoin de copier ce que vous êtes capable de faire, parce que quand on pense aux victimes, on fait les choses pour les victimes
et pas que pour ses électeurs ou ses votants. Alors, Arthur Desnouveau, il y a eu beaucoup de prises de parole, hein, mais Arthur Desnouveau, président de l'association Life for Paris, enfin, ancienne association, puisqu'elle est dissoute depuis hier, il s'est exprimé, il a rappelé comment c'était important de se souvenir des victimes et de leurs proches. Je crois qu'il ne faut pas souhaiter laisser un monde meilleur à nos enfants, il faut se battre tous les jours pour habiter un monde meilleur avec eux. Maintenant, et sans répit, ne rien céder, ne rien relativiser. Les 132 noms derrière moi vous le disent avec beaucoup plus de force. La vie est si fragile, il faut l'aimer. Aimons-nous et merci à tous ceux qui nous aiment depuis 10 ans. Anthony Bélanger, c'est aussi une façon de... Oui, c'est vrai que c'est extrêmement émouvant. C'est une façon de faire nation aussi. On disait voilà, d'avoir une sorte de réunion hors des clivages politiques. Et il y a des fractures, on y reviendra, hein, en France comme ailleurs. Mais c'est important. Bon, c'est effectivement très émouvant. Oui, c'est important parce que ça a vraiment marqué pour la France, en tout cas un avant et un après, comme ça l'a marqué pour l'Espagne d'ailleurs, comme ça l'a marqué pour la Grande-Bretagne en 2012 après les attentats qui ont fait 50 morts, je le rappelle, hein, en 7 juillet 2012 à Londres. C'est compliqué de réfléchir à partir de morts, si vous voulez. Si j'essaie de faire un tout petit peu de comparaison européenne, et encore une fois, j'étais en Espagne en 2004, donc je vois très bien comment le débat s'est tout de suite politisé, et même devenu tout de suite politique. Le gouvernement est tombé sur cette affaire de 200 morts à la gare d'Atocha, un attentat islamiste épouvantable en mars 2004. En France, donc en Espagne, on s'est tout de suite divisé. Et on a revu les deux Espagnes qui s'opposaient et qui s'opposent depuis la guerre civile. Celle de droite, qui a tout de suite imaginé que c'était un attentat de l'ETA, évidemment, des nationalistes basques, et celle de gauche, qui a demandé tout de suite la démission du gouvernement de droite de l'époque, de José María Aznar. En France, c'est pas ce qui s'est passé. Et je trouve assez remarquable que dès que la France a besoin fait face à une épreuve, elle refait nation. Peut-être parce que c'est une des plus anciennes nations d'Europe et qu'elle se sent nation. Elle se sent nation quand elle ne se sent pas divisée. On reviendra sur Charlie Hebdo, où là, c'était quand même un peu différent. Oui. Alors, il y a eu le choc. Il y a eu on y reviendra. Il y a eu le choc. Il y a aussi le long parcours des combattants pour ceux qui ont été blessés. Pierre Kroll, ça vous a inspiré un dessin. Voilà, un dessin. On voit que pour les victimes, c'est souvent un long chemin de croix. C'est-à-dire qu'une fois le choc passé, la douleur, il faut se faire entendre par la justice et par les assureurs et tout ça. Après, il faut le vivre dans sa chair. Donc ça, c'était important aussi de le rappeler. Oui, j'espère qu'on va le montrer, le dessin, parce qu'il est assez dur, mais il est volontairement dur parce que la situation vécue par les victimes dans l'après-attentat a été épouvantable. Voilà, ici, vous voyez un assureur, hein, c'est marqué sur sa petite valise, là, qui se penche vers une victime toute récente. On lui demandait, mais est-ce que vous avez vraiment aussi mal que vous le dites, madame? Bon, c'est la force de la caricature de résumer ça comme ça, mais j'ai entendu des cas réels en Belgique, même une victime qui s'appelle Karen Northfield a écrit un livre là-dessus. Il aura fallu plus de 2 ans avant d'avoir la première indemnité, mais surtout 5 ans plus tard, certaines de ces victimes, par exemple amputées des jambes, ont dû encore repasser des examens médicaux pour montrer que les jambes n'avaient pas repoussé. Hein. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'était une succession de vérifications parce qu'on a peur des fraudeurs, on a peur de dépenser de l'argent inutilement, etc. Et ces gens doivent encore vivre ça après ce qu'ils ont vécu. Et franchement, pour le dire court, on pourrait faire mieux. Et donc des commémorations comme celle que vous avez organisée hier sont importantes pour réparer un petit peu l'après aussi. C'est-à-dire pour demander aussi pardon pour ce qu'on a mal fait après les attentats. Michel Cerutti, vous êtes en direct de Genève. Il y a eu des Suisses qui ont été frappés, qui ont été touchés, victimes de ces attentats du 13 novembre. Et cette question qu'on vient d'aborder avec Pierre, elle a été aussi au cœur de leur combat.
Oui, ça a été relativement bien médiatisé, malheureusement, j'ai envie de dire, par le biais d'un couple qui était sur la terrasse de la Belle Équipe et qui a subi de plein fouet ces attentats. Alors, lui, le monsieur, s'en est sorti indemne physiquement. Madame, elle, a été touchée au bras. Alors, ça peut paraître anecdotique d'avoir été touchée au bras quand on sait le nombre de morts et de blessés extrêmement graves qu'il y a eu. Pour autant, elle a perdu l'usage de ce bras. Elle était ostéopathe, donc elle ne peut plus travailler. Et ce qu'elle a mis en avant à travers un livre, à travers les témoignages, s'appelle Myriam Gautreau, en l'occurrence, eh bien, c'est ce paradoxe qu'il y a en Suisse, c'est-à-dire que la Suisse ne reconnaît pas les victimes d'attentats à l'étranger. Voilà, a priori, elle part du principe que si vous êtes blessé en France, eh bien, c'est à la France de s'occuper de cela, c'est pas à la Suisse. Alors, elle a été rapatriée en Suisse, elle a été prise en charge médicalement, il y a une assurance pour cela, mais il n'y a pas eu de suivi psychologique, il n'y a pas eu de dédommagement, il n'y a pas eu de participation financière. Et évidemment, comme l'expliquait Pierre tout à l'heure, il y a des dommages physiques, c'est une chose, mais il y a aussi des dommages psychologiques qui vont de pair avec ça et des situations administratives kafkaïennes qui rajoutent de la douleur à la douleur. Et c'est ce à quoi, bien, nous avons été sensibilisés en Suisse à travers le témoignage de ce couple, sachant qu'on avait évidemment extrêmement suivi ce qui s'était passé à Paris il y a 10 ans ou en Espagne un peu plus tôt également. Juan José, ça aussi, ce parcours, parce que finalement, ces terroristes, ils nous ont catapultés avec ces réalités, ces discussions, ces polémiques, elles ont eu lieu aussi en Espagne ? Elles ont eu lieu en Espagne, mais c'est vrai que les attentats de 2004 ont été... on supposait un changement de l'attitude du gouvernement. Déjà, la première chose, parce que l'Espagne était déjà habituée au terrorisme, puisque depuis les années 60, il y a le terrorisme de l'OTA, c'est plus de 850 morts en Espagne, donc le terrorisme était quotidien en Espagne. Ce qui était nouveau, c'était le terrorisme effectivement islamiste. Et c'est vrai que le nouveau gouvernement qui est arrivé, puisque je rappelle qu'effectivement les attentats eu 3 jours avant les élections législatives, et 3 jours avant, la question était de savoir si le Parti populaire au gouvernement allait avoir une majorité absolue ou pas. Et il y a eu un changement radical dans le vote des Espagnols qui a fait que c'est les socialistes qui sont arrivés au pouvoir en 3 jours. Et donc il y a eu une politique envers les victimes de cet attentat qui a changé, qui a supposé un changement par rapport à avant. Mais ça reste quand même un parcours de combattant, parce qu'au-delà de l'émotion, des premiers jours, des premières semaines, peut-être des premiers mois, les années qui suivent derrière, parfois, les promesses ne sont pas tenues. Donc ça reste toujours, même s'il y a eu des avancées, ça reste toujours très compliqué pour les victimes de se faire aider dans la durée, parce qu'on sait que le terrorisme, ce n'est pas que dans les 3 premières semaines ou dans la première année. Et ce sont des pays qui ont découvert que les choix politiques de leur gouvernement pouvaient avoir des conséquences aussi terribles que ces attentats. En Espagne, c'était l'engagement pour l'Irak. Pour l'Irak, c'était la guerre en Irak. Avec Al-Qaïda. On se rappelle effectivement en 2003 cette photo qu'on appelle la photo des Azores, où le président espagnol, le président portugais, George Bush, président des États-Unis, et Tony Blair se sont retrouvés juste quelques jours avant l'invasion de l'Irak. Et l'Espagne avait plein d'émotions en Espagne, plein de manifestations contre la guerre en Irak. Et effectivement, les terroristes des attentats de 2004 l'ont dit, c'était l'engagement de l'Espagne auprès des États-Unis dans cette guerre qui a fait que l'Espagne est devenue une cible en 2004. Alors que la France avait été épargnée parce qu'elle n'avait pas pris, elle n'avait pas pris parti auprès des États-Unis, et c'est revenu comme un boomerang avec là le groupe État islamique. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, la France a connu en décalage de ce qu'a connu l'Espagne, parce qu'à l'époque, même Oussama Ben Laden avait explicitement expliqué qu'il fallait épargner la France et l'Allemagne parce qu'ils avaient dit non à la guerre en Irak, ce qui s'est d'ailleurs absolument passé. Jusqu'en 2013-2014, où tout a basculé. 2013 parce que la France intervient au Mali et utilise pour la première fois le terme guerre contre le terrorisme. Et puis 2014 parce que nous montons dans la coalition qui cherche à éliminer l'État islamique en Syrie et en Irak. Et donc, après, une des raisons pour lesquelles la France a été touchée, c'était ça. Après, il y a une autre raison qui, moi, à l'époque, j'avais l'habitude d'expliquer, que la France était cet État particulier en Europe et dans le monde, enfin en tout cas pour le monde arabe, qui défendait une vision absolument incomprise par tout le monde, mais qui pour les Arabes, pour les islamistes radicalisés avait un sens tout particulier, qui était le sens le mot de laïcité.
C'est-à-dire que, assez bizarrement, quand, par exemple, l'État islamique faisait des documents, enfin, tentait de justifier ses attentats en Occident, il retenait 3 raisons. La mécréance, c'est-à-dire nous ne sommes pas des musulmans, nous sommes des mécréants. Nous sommes c'est ce continent laïcisé, donc, mais ça c'était uniquement pour la France, et puis sécularisé. Ce qui n'est pas la même chose dans leur vue, dans leur idée. C'était sécularisé, ça voulait simplement dire qu'il ne fait plus référence à Dieu. Laïcisé, c'est vraiment une idéologie qu'ils avaient identifiée et qui ciblait tout particulièrement la France. Michel Cerutti, c'est vrai que la Suisse n'a pas connu de tels attentats. Est-ce que pour autant, elle se sent à l'abri ou absolument pas? Écoutez, non, il y a régulièrement quand même des rapports qui sont fournis par le ministère public ou le service des renseignements de la Confédération qui montrent que voilà, la Suisse peut échapper ou a connu des tentatives d'attentats. Il y en a eu récemment un qui a été déjoué au printemps de cette année, puisque voilà, les chiffres sont parus il y a quelques jours. Il y a eu quelques attentats isolés contre des personnes en 2020, par 2 fois en septembre, 2 fois le même mois, une fois près de Genève, une fois dans le canton du Tessin. Il y a eu une attaque récemment à Zurich, enfin récemment, il y a quelques mois en début d'année à Zurich pour des motifs qui étaient racistes à chaque fois. Donc non, la Suisse n'a effectivement jusqu'à présent et heureusement pas connu des attentats du même type que ceux dont on parle ce soir, mais en même temps, voilà, c'est un pays qui fait partie de l'Europe, c'est un pays qui fait partie du bloc occidental, c'est un pays qui partage les mêmes valeurs que la France, l'Espagne, l'Italie ou la Grande-Bretagne. Donc elle est potentiellement sur la liste. C'est un pays qui est peut-être plus petit, c'est peut-être un petit peu plus simple à suivre ce qui s'y passe, mais évidemment qu'en Suisse, on se prépare, pour avoir discuté aussi avec des connaissances qui travaillent dans la police fédérale, on est évidemment attentif à essayer de se prémunir, d'anticiper un tel événement. Donc dans Allons-y Franco, on s'interroge vraiment sur est-ce que les terroristes ont gagné d'une certaine manière. Pierre Kroll, on va voir ce dessin que vous avez signé pour Le Soir cette semaine. Vous le dites, ils ont gagné les terroristes. Plus question, c'est vrai, et vous, ça vous concerne en tant que dessinateur, caricaturiste, de caricaturer le prophète, de faire certains dessins. Là, on voit, ce dessin est fort. Vous, c'est votre sentiment ? Ce n'est pas un dessin de cette semaine, il est un petit peu plus ancien parce qu'évidemment, on revient aux attentats de Charlie Hebdo. Je sais que ceux qu'on commémorait hier, c'était d'autres attentats, mais tout est évidemment lié. Et celui-là touchait de près mon métier et ce sont des amis qui sont morts. Et je suis un peu provocateur en me permettant de dire des années plus tard, sur cette question-là précisément, je fais bien la différence, mais sur qu'est-ce qui a amené aux attentats de Charlie Hebdo? La publication de caricatures du prophète, on ne peut pas dessiner le prophète, ça a commencé au Danemark, etc., etc. Sur ce plan strictement là, de représentation du prophète dans la caricature, dans le dessin, ils ont gagné. Excusez-moi de le dire comme ça, mais plus personne n'ose montrer même les caricatures de l'époque pour parler de ce qui s'était passé. Regardez ce qui est arrivé avec Samuel Paty. Aucun enseignant ne va oser dire « Tenez, en 2005, au Danemark, on a publié ces 12 dessins-là, voilà ». Donc nous aurons demain des livres d'histoire qui raconteront cet événement, parce que tous les chefs d'État étaient dans les rues de Paris, vous vous en souvenez, mais qui ne pourront pas oser montrer les dessins qui sont à l'origine de ça. Donc il y a certaines victoires qui sont quand même là, même si pour le reste, nous ne sommes pas devenus un État islamique, nous sommes retournés sur les terrasses et nous vivons avec un certain oubli. Est-ce que vous êtes d'accord? Effectivement, c'est vrai que maintenant, c'est très compliqué de faire ces dessins. Est-ce qu'il y a une sorte de censure? On en parle beaucoup en France. Moi, je pense, objectivement oui, subjectivement non. C'est-à-dire, je pense que la société a beaucoup évolué sur le sujet. Je pense que les professeurs font preuve d'un courage, les professeurs en France, dans l'instruction civique notamment, c'est-à-dire professeurs d'histoire, professeurs d'économie, qui se chargent de l'instruction civique, ce qui rend la France un peu particulière d'ailleurs en Europe, parce qu'il y a les cours d'instruction civique, il y en a peu, sont d'un courage absolument remarquable et ne reculent pas. Par contre, et je pense que de plus en plus, nos compatriotes de culture musulmane font parfaitement la différence entre islamistes radicalisés et une pratique tout à fait ordinaire de l'islam. Et surtout, ont parfaitement compris ce que signifiait en France le fait qu'il n'y ait pas de crime, ni même de délit de blasphème. Donc cette simple explication de texte-là, à mon avis, est apportée en France. Maintenant, c'est vrai qu'objectivement, pour ne pas, provoquer les plus radicalisés, les plus dingues en fait, qui sont capables. Il y a quand même une forme de censure qui s'installe. Il y a une forme de précaution prise avant de publier des choses qui pourraient heurter.
pas heurter les Français, pas heurter les musulmans, mais hystériser ces franges infimes qui sont capables de commettre des attentats au petit couteau ou à la voiture bélier. Michel, vous vouliez intervenir sur ce point-là ? Oui, moi je voulais simplement vous dire la chose suivante. Alors je trouve effectivement qu'il y a eu un changement au niveau de la liberté d'expression par rapport au caricaturisme ou à la presse, mais d'une manière générale, j'ai envie de vous dire, ce qui a profondément changé depuis ces attentats et depuis un certain temps maintenant, c'est que la société, même si elle ne le fait pas forcément consciemment, elle a évolué. Aujourd'hui, on a quand même une prééminence de gouvernements de droite ou de montée de l'extrême droite en Europe qui sont pour moi un résultat direct de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a crispé la société contre un certain nombre d'identités, d'immigration et autres, qui sont d'ailleurs extrêmement utilisées dans certains médias, dans le débat politique. Et ça a particulièrement participé à faire évoluer la société. Vous parliez tout à l'heure du fait que l'Espagne, finalement, s'était engagée dans une guerre qu'elle ne souhaitait pas parce qu'il y avait eu ces attentats. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que la société occidentale, elle a malheureusement évolué vers plus de crispation, plus de tensions qui ont été le résultat de ces attentats et qui ont été utilisés par le politique et qui ont permis la montée des extrêmes, notamment de l'extrême droite, et qui font qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation politique et sociale qui est celle qu'on connaît. Il n'y a pas que ça, mais il y a tout de même ça qui a joué une grande partie dans ce que sont devenues les sociétés occidentales aujourd'hui d'un point de vue politique et social. Juan José, est-ce que les terroristes ont gagné d'une certaine manière en Espagne, et si oui, comment ? Oui, je pense qu'ils sont gagnés d'une certaine manière. Première chose, effectivement, parce que la société a évolué. En fait, elle s'est repliée sur elle-même et le regard est beaucoup plus suspicieux sur l'étranger. C'est une réalité. La montée de l'extrême droite le prouve. Deuxièmement, parce que après ces attentats, je vous le disais tout à l'heure, le vote des Espagnols a complètement changé. Donc, les Espagnols, en 3 jours, ont changé leur vote et ont donné le gouvernement à un autre parti. Et puis, troisièmement, parce que les politiques, en Espagne, il y a cette confrontation énorme depuis 2004 entre les deux principaux partis politiques, les social-démocrates et le Parti conservateur, a fait qu'aujourd'hui, les Espagnols ne comprennent pas, par exemple, que le gouvernement actuel espagnol s'est rapproché des terroristes de l'OTA, du bras politique des terroristes de l'OTA, et une partie de la population espagnole a le sentiment que même le gouvernement blanchit en quelque sorte les terroristes de l'OTA. Parce que, encore une fois, l'Espagne n'a pas connu que le terrorisme islamique, il a connu surtout pendant plus de 40 ans le terrorisme de l'OTA. Et ce sentiment en Espagne est beaucoup plus fort qu'il ne l'était par les passés. Et donc, le respect des victimes, c'est aussi respecter sur la durée la souffrance qui a été la sienne, et c'est pour ça que beaucoup d'associations des victimes ne participent plus aux cérémonies de 2004, tout simplement parce qu'elles ne souhaitent pas partager ce moment avec un gouvernement qui, entre guillemets, blanchit pour eux le terrorisme. Donc ça a encore un peu divisé Enfin voilà, c'est le point de vue de Juan José. Écoutez, on aurait dû parler effectivement de Molenbeek. D'un coup, juste après ces attentats, on a découvert ce quartier populaire à Bruxelles, dans la banlieue de Bruxelles. On va regarder l'un de vos dessins, Pierre Kroll, pour clore cette Allons-y Franco. Là aussi, une page se tourne, en tout cas souhaite se tourner dans ce quartier. Voilà, dessin qu'on va découvrir ensemble, je l'espère. Voilà, Molenbeek, la page se tourne comme le souhaitent les... Juste le mot de la fin, Pierre Kroll, très très rapidement. C'était mon dessin d'hier dans le journal Le Soir à Molenbeek. Beaucoup de choses ont changé. Le vivre ensemble est toujours montré un peu comme un exemple maintenant parce que beaucoup d'initiatives sont prises. Mais c'est parfois oublié un peu vite que des jeunes radicalisés autrement, par eux-mêmes, par des œuvrements sur les réseaux sociaux, etc., sont nombreux dans cette commune et dans quelques autres. Et juste vous dire un chiffre, en Belgique, on a un organisme qui mesure le degré de la menace. Il est toujours de 3 sur 4. 3 sur 4 en Belgique, la menace islamiste. Merci Pierre Kroll, merci à vous d'avoir participé à cette Allons-y Franco. Rendez-vous vendredi prochain donc, et nous on se retrouve demain. Merci de votre attention.